Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État au transport. Une épidémie qui arrive, l'épidémie coronavirus arrive, il faudra l'affronter au mieux. C'est le président de la République qui a dit cela. Vous étiez avec lui à Naples, en Italie, hier soir. Vous n'êtes pas confiné, hein? Non, pour l'instant. Non, le président non plus de la République n'est pas confiné. Bon, non plus. Bon, je vous le confirme. Bon, d'accord. Alors je vous dis ça parce que là, je suis très sérieux. Il y a deux zones apparemment qui posent problème. Là, dans l'Oise, la zone de Crépy-en-Valois et de la base de Creil, et puis près d'Annecy. Est-ce qu'on se dirige vers ce qui s'est passé déjà en Italie, c'est-à-dire un confinement d'une commune, d'une zone entière? Mais d'abord, on a une stratégie qui consiste effectivement à essayer de cartographier les zones où le virus circule. Oui. Et une fois qu'on a cartographié ces zones, c'est-à-dire remonter les contacts des uns et des autres, on est en capacité de traiter ces patients pour éviter la propagation du virus, la propagation incontrôlée du virus, et donc le stade épidémique. C'est ce que nous allons faire. Et pour cela, nous avons mobilisé le système de santé, nous avons des tests de détection qui sont extrêmement précis. Je comprends très bien. Mais par exemple, à Annecy, c'est BFM TV qui donnait l'information ce matin, il y avait 4 cas hier soir, il y en a 6 ce matin, mais dans cette commune proche d'Annecy. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, de confiner ces zones? Mais pour répondre à la question, je prends un exemple. Les contamines de Montjoie, il y a 15 jours. Nous avons eu le cas dans ce village montagnard d'enfants et d'une famille touchée avec 6 cas de coronavirus. Nous avons décidé de confiner ces familles, de les traiter, de les dépister, de fermer l'école pendant quelques jours de manière à lever le doute et à pouvoir traiter ceux qui avaient besoin d'être traités et s'assurer que le virus ne se propageait pas. Il est tout à fait possible que nous rentrions à l'avenir dans des confinements, dans des mesures qui permettent d'éviter cette propagation épidémique. Confiner, c'est envisagé, confiner une commune, confiner une zone. Le Premier ministre l'a dit hier, aujourd'hui. Et je veux être très serein sur le sujet. Nous tentons. Soyez très serein, mais très serein, très déterminé, absolument. Oui. D'abord, effectivement, nous informons en toute transparence de l'état, heure par heure, jour par jour, de l'évolution de ce coronavirus. Deuxièmement, nous prenons toutes les mesures. Aujourd'hui, nous y reviendrons, il y a des mesures effectivement qui visent à protéger les autres, à se protéger soi-même. Nous essayons de circonscrire ce virus à des zones de manière à pouvoir les traiter efficacement. Et si demain, nous sommes en phase épidémique, c'est le système sanitaire, le système français qui prendra le relais. Les épidémies, on les connaît. La grippe, chaque année, frappe malheureusement donc un confinement d'une commune était envisageable. Pourquoi pas? D'une manière générale, le Premier ministre l'a dit hier, la situation est très évolutive. Et l'État, le gouvernement, n'hésitera pas à prendre des mesures adaptées, mais toujours éclairées de l'avis des scientifiques qui recommandent depuis plusieurs semaines les meilleures méthodes pour éviter la propagation du virus en l'état. Et si demain nous sommes en phase épidémique, alors le système de santé est prêt. Vous savez que nous avons préalerté une centaine d'hôpitaux. Oui, il est prêt, mais il est débordé. Le système, il n'est pas débordé aujourd'hui par l'épidémie ou par le coronavirus, que les choses soient très claires. Mais j'ai entendu le neurologue qui a interpellé le président de la République hier, à la Pitié-Salpêtrière, il était clair, nous sommes au bout. Oui, mais le neurologue, sommes au bout, disait-il, qui effectivement est un neurologue, je parle du personnel, épidémiologiste, faisait référence au statut de l'hôpital en France. Oui, d'accord. Et les difficultés de l'hôpital en France, vous le savez, viennent de loin. Je crois que le gouvernement, comme sur d'autres sujets, y apporte des réponses extrêmement structurelles. Et donc, son discours n'avait rien à voir en tant que tel avec le coronavirus. C'est vrai, mais est-ce qu'on a les moyens, la question que se posent les Français, est-ce qu'on a les moyens en personnel dans les hôpitaux de répondre à une épidémie massive? Je vais vous dire. Je sais pas, 10 000, 50 000, 100 000 cas de coronavirus. D'abord, on a un système de santé centralisé. Et c'est une chance. Quand on voit, par exemple, en Italie, qui ont des systèmes de santé décentralisés, régionalisés, il y a parfois quelques frottements entre les décisions. Nous avons un système de santé centralisé, avec des professionnels extraordinairement compétents. Nous avons un réseau de centres hospitaliers qui sont prêts. Il y a effectivement aujourd'hui une épidémie de grippe qui se termine et celle du coronavirus qui possiblement arrive. Il y a des plans blancs qui sont par exemple déployés dans l'Oise, qui permettent de faire venir du renfort, de déprogrammer des opérations qui sont non essentielles. Et donc d'ailleurs, nous avons déjà alerté en cas de crise majeure, crise terroriste, ce type de plans qui permettent de répondre, d'avoir un surcroît de renfort et de répondre de façon efficace à la demande qui peut être effectivement assez massive. Donc je le dis, le système de santé, et je le dis avec beaucoup d'humilité, le gouvernement est prêt à faire face et le système de santé français est très robuste. Alors Jean-Baptiste Djebari, j'ai une question toute simple. On peut voyager par train de Paris à Milan ou de Milan à Paris sans problème aujourd'hui?
Oui. Alors pourquoi les contrôleurs français s'arrêtent à Modane? Parce qu'il y a eu un accord local entre la SNCF locale et l'entreprise italienne pour qu'il y ait un relais de contrôleurs. C'est un accord local. Ils s'arrêtent à Modane, pourquoi? Ils s'arrêtent à Modane. Par crainte du coronavirus? À Modane, parce qu'il y a eu effectivement une alerte d'un certain nombre d'agents, et la SNCF locale et l'entreprise italienne locale, jugeant que c'était mieux pour les personnels d'opérer le transfert à Modane, l'a opéré ainsi. C'est-à-dire que pour le contrôleur, c'est dangereux de dépasser Modane, mais pas pour le client. Non, mais c'est pas que c'est dangereux. C'est du confort psychologique. Il faut être honnête sur le sujet. Mais si localement, il y a eu quelque part accord pour que des contrôleurs italiens montent dans le train à Modane et poursuivent le trajet en Italie, écoutez, moi ça me va. Mais je vous le dis sur le plan épidémiologique, sur le plan de la raison médicale, tout ce qui consiste à protéger aujourd'hui les Français et les résidents en France est bien connu. Quand vous voulez vous protéger, vous êtes porteur d'un symptôme, le masque est utile, mais c'est seulement dans ce cas-là que le masque est utile. Et puis vous savez, le virus se propage aujourd'hui essentiellement par les mains. Beaucoup plus d'ailleurs que par les contacts oraux. Et donc, vous avez serré la main de tous vos collègues italiens hier soir? On est souvent ceux qui donnent des bons conseils et qui ne les appliquent pas beaucoup. Mais effectivement, il faut, je crois, et nous l'appliquerons à nous-mêmes, il faut se prémunir de ce que nous avons l'habitude de faire, de nous embrasser, de nous serrer la main. Ce sont des mesures toutes simples, de se laver les mains régulièrement. Et ce sont des mesures un routier, par exemple, je vais prendre des cas concrets. Un routier qui fait Milan-Paris, Paris-Milan régulièrement, que doit-il faire? Oui, mais un routier qui n'est pas porteur de symptômes lui-même, n'a pas besoin de porter de masque. Un routier qui ne circule pas dans des zones où c'est particulièrement concentré, comme ces villages en quarantaine, n'est a priori pas obligé de se mettre en quarantaine volontaire, pour le dire comme ça. Donc la vie doit se dérouler normalement. Simplement, il y a des règles et des recommandations de bon sens. Éviter effectivement d'aller dans les zones, notamment les villes en quarantaine en Italie, qui sont particulièrement touchées. Se prémunir, c'est-à-dire se protéger, soit quand on est porteur éventuellement de symptômes avec l'usage d'un masque, et puis se protéger soi tout le temps en se lavant les mains et en faisant appel à des consignes de bon sens. Jean-Baptiste Djebari, la SNCF, la RATP sont en alerte là autour du coronavirus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord il y a information. Des voyageurs, des clients, partout. Alors, c'est vrai dans les gares internationales, dans les gares transfrontalières, c'est vrai dans les ports, c'est vrai dans les aéroports. Ensuite, la RATP et la SNCF, Air France ont des stocks de masques qui possiblement demain sont disponibles pour leurs agents, ceux qui en font la demande. Donc elles ont des stocks et elles en reconstituent quand cela est nécessaire. Et puis on a ce qu'on appelle des plans de continuité qui sont prévus dans les organisations des entreprises, qui sont des plans qui permettent de réduire, quand on est face à une épidémie un peu massive, de réduire le plan de transport de manière à satisfaire les besoins essentiels. Ça, c'est la phase très réduire ultime. Le plan de transport, ça veut dire quoi? Ça veut dire... mais ça veut dire que quand vous êtes dans une fermer phase des lignes, ça veut dire aiguë, fermer des aéroports, fermer des ports, fermer des gares, je ne sais pas. Toujours prévoir le pire dans le monde du transport, mais le pire n'est jamais certain. Et par ailleurs, je le dis, nous avons chaque année, encore une fois, des épisodes de grippe. Les transports fonctionnent normalement. Donc, mais évidemment, nous nous prémunissons du pire. Et dans les plans de continuité tels qu'ils existent, nous hypothétisons tout ce qui peut arriver. La France va-t-elle fermer des liaisons ferroviaires ou aériennes ou maritimes avec l'Italie? Mais ça revient un petit peu au sujet de fermeture des frontières. Voilà, les virus fermetures de frontières ne circulent pas comme ça, vous le savez très bien. Et ce que nous faisons, nous avons mis en place des équipes. Pas de fermeture des frontières. Non, parce que simplement ça ne correspond pas au mode de circulation des virus. Ce que nous faisons en revanche, et depuis plusieurs semaines, c'est que nous avons mis des équipes sanitaires à Roissy qui traitent jusqu'à présent essentiellement les vols qui reviennent de zones rouges ou de zones oranges, et notamment de zones oranges, c'est-à-dire Hong Kong, la Chine, hors le foyer originel, de manière à porter assistance aux gens qui en auraient besoin à Roissy. Et par exemple, hier, nous avons eu un vol qui arrivait de Lisbonne avec des passagers qui avaient embarqué à Tenerife. Et nous avons eu intervention de cette équipe pour dépister 6 personnes sur ce vol. Donc nous sommes très réactifs et nous essayons... Dépister 6 personnes? 6 personnes qui présentaient certains symptômes. Aucun n'a été déclaré positif. Mais par mesure de prévention, nous avons des équipes mobiles qui répondent aux interpellations des services sanitaires quand elles existent. Beaucoup disent pourquoi est-ce que des portails thermiques ne sont pas installés dans les aéroports? J'en parlais à mon homologue italienne hier dont l'Italie avait décidé de mettre en place ces portails thermiques, donc prise de température automatique. Ça n'a pas très bien marché. Ce n'est pas d'ailleurs recommandé par l'OMS, simplement parce que vous pouvez être porteur du virus et ne pas encore avoir des signes de température. Vous pouvez avoir pris un antalgique et ne pas déclarer de température. Donc c'est réputé comme étant un système assez inefficace. Alors c'est souvent un confort psychologique, mais dans les faits, ça a peu d'efficacité. Que vous en dites justement, parce que l'Italie a l'expérience, plus que nous, là maintenant, de ce coronavirus, que vous en disent vos collègues italiens hier soir? Ils nous ont dit un peu ce qu'on se disait au début de l'entretien, c'est-à-dire 1, confinement quand c'est possible pour éviter la propagation, 2,
ils ont les mêmes sujets que nous. Les lits hospitaliers, j'imagine. les cas réanimatoires, et donc préparer le système de santé de manière à ce qu'il soit robuste et parfaitement en capacité d'accueillir les patients italiens. Et dans le secteur des transports, nous avons partagé un peu les bonnes pratiques et finalement nous faisons sensiblement les mêmes choses, de l'information. Nous prenons des mesures d'hygiène supplémentaires. Typiquement, par exemple, les barres de métro sont désinfectées de façon beaucoup plus régulière. Voilà, des mesures de précaution, de bon sens. Et finalement, nous sommes assez alignés sur les mesures que nous avons prises de part et d'autre. Et les des entreprises de transport qui pourraient être touchées, les premières, par cette crise du coronavirus, seront aidées par l'État? Économiquement, vous parlez? Économiquement. Alors d'abord, elles sont aidées sur le plan sanitaire, y compris par l'Union européenne. Sanitaire, par l'Union européenne, oui, mais économiquement. Économiquement, il y aura effectivement un sujet. Vous savez que, par exemple, sur le transport aérien, le manque à gagner sur début d'année, c'est 30 milliards d'euros. Que le groupe Air France, KLM, annonce des pertes de 150 à 200 millions d'euros. Il faudra faire, évidemment, l'analyse précise de tout cela quand la crise se terminera. Nous sortons d'une grève, notamment dans les ports, qui a été très dure, et nous avons déjà un bilan économique des pertes qui ont été enregistrées à ce moment-là. Nous avons évidemment le sujet de la SNCF, qui publie ses comptes aujourd'hui. Alors, les résultats seront en baisse? Les résultats seront en baisse. Nous avions fait... En baisse de combien? On sera quoi? On sera où? Nous avions fait 11 premiers mois plutôt très satisfaisants. Et effectivement, la grève de décembre a très largement plombé les comptes, pour le dire très directement. La perte imputable, stricto sensu à la grève, est autour de 600 millions d'euros. Donc c'est tout à fait considérable. Et puis en dehors du coût financier... Alors le résultat sur l'année sera en baisse de combien? Bon, la SNCF publiera ses comptes, il y a un conseil d'administration tout à l'heure, mais il sera en baisse de plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros de baisse. C'est important. Et ça, alors je pense que d'abord, il y a... On va pas atteindre le milliard quand même. Non, mais il y a d'abord un coût financier. Entre 5 et 600 millions d'euros. Un coût financier qui est important. C'est à peu près ça. Un peu moins que ça pour le résultat. Un peu moins de 400 millions. Mais voilà. Non, mais vous allez me donner le résultat. Bien faire les hypothèses. Jean-Baptiste Djebari. Non, mais je vais laisser le conseil d'administration se dérouler. Vous savez que nous avons... Oui, non, mais d'accord. Mais bon, c'est cet ordre de grandeur-là. Oui, c'est 300 millions d'euros. C'est cet ordre de grandeur-là, absolument. Et au-delà du coût financier, il y a un coût en images pour la SNCF du fait des grèves de décembre et de janvier, alors que la SNCF entre en concurrence. Et puis quelque part, il y a, je l'ai l'occasion de le dire, mais une forme d'encoche à la confiance qu'ont fait les Français en reprenant 35 milliards de dettes. Et moi, j'ai demandé à Jean-Pierre Farandou de nous présenter un plan qui satisfasse les exigences que nous avons posées dans la loi 2018. Parce que ce sont les Français qui payent la dette de la SNCF. Et donc la SNCF continue à fournir un bon service aux Français. Nous avons en plus des plans ambitieux. Nous reparlerons peut-être des petites lignes pour lesquelles nous voulons dessiner un avenir positif. Mais oui, la trajectoire financière doit être tenue, parce que c'est l'argent des Français, et que les Français ont le droit d'avoir confiance dans la SNCF qui s'est engagée sur la voie de son assainissement financier. Alors, les petites lignes, parlons-en, 9000 km à peu près en France. 9000 sur les 28 000 du réseau. Voilà, 9000 sur les 28 000. Souvent non électrifiés, donc un réseau, et puis un réseau très vétuste. Un réseau très vétuste. Alors, l'avenir de ces petites lignes, est-ce que des petites lignes seront fermées ? Est-ce que vous vous engagez ce matin à nous dire aucune petite ligne, pas 1 kilomètre sur ces 9000 ne sera fermé? Je peux vous dire exactement où nous en sommes dans les discussions avec les régions. Donc 9000 km de petites lignes, nous avons vu toutes les régions, c'est le préfet Philizot qui a fait ce travail pendant des mois et des mois. Je sais. Et nous avons signé avec 2 régions, Centre-Val de Loire et Grand Est, jeudi dernier, un plan qui vise un peu à remettre de l'ordre dans la maison ferroviaire. Les lignes les plus circulées sont reprises par l'État, SNCF Réseau. Les lignes les moins circulées sont déléguées aux régions si elles en font la demande, et les régions pourront tester du train plus léger, toutes les voies des expérimentations qui font en sorte que demain, la régénération sera plus économe. Des bus à la place? Mais souvent, les élus veulent des solutions ferroviaires. Et vous savez, les trains légers, ça roule partout ailleurs en Europe, partout dans le monde, ça ne roule pas chez nous. C'est quoi un train léger? Expliquez. Un train léger, c'est par exemple ce qui roule au Pays de Galles ou en Corée. Ce sont des trains qui pèsent moins lourd, qui emportent un peu moins de voyageurs, environ 80 à 100 voyageurs versus 200 voyageurs dans un TER classique, qui pèsent moins lourd à l'essieu. Et donc pesant moins lourd à l'essieu, qui sont moins chers à l'acquisition, moins chers à l'exploitation, qui sollicitent moins les voies, et du coup qui permettent de faire de la régénération économe. Au total, ça fait entre 30 à 40% d'économie. Oui, mais 2 régions seulement. Je vous repose la question, est-ce qu'il n'y aura pas une seule fermeture? Eh bien, je vous le dis, dans les discussions que nous avons aujourd'hui avec les régions, il n'y a pas d'hypothèse de fermeture de ligne. Oui, mais si une région décide de fermer, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si une région décide de fermer, d'abord les régions organisent la mobilité, c'est leur compétence. C'est leur compétence. Et donc l'État accompagnera. L'État interviendra ou pas? Je le dis aujourd'hui, chacun doit être dans sa compétence. Sur le réseau très structurant, l'État régénère massivement. Sur les lignes
les moins circulées. Les régions parfois font valoir leurs demandes et très souvent, et c'est la très très grande majorité des cas, veulent des solutions ferroviaires, mais notamment avec des trains plus légers, moins chers. Et alors qui paiera l'entretien du réseau? Eh bien, c'est une bonne question parce qu'on dit souvent effectivement que les régions aujourd'hui financent 60% et l'État 40% avec SNCF Réseau, ce qui est vrai en investissement. Mais quand vous regardez la maintenance et l'exploitation, l'action conjuguée de l'État et de SNCF Réseau, c'est quasiment 80%. Donc l'État et la SNCF sont très engagés et resteront très très engagés à l'entretien de l'ensemble du réseau et notamment des petites lignes. Oui, ça veut dire que vous allez faire un effort financier. Mais ça veut dire montant au total, la régénération des petites lignes, c'est 6,4 milliards d'euros. Mais oui, vous les avez ? Nous avons déjà engagé depuis 2018. Vous ne les avez pas. Nous avons déjà engagé en 2018 1,2 milliard d'euros. C'est inédit. Hein. Enfin, je veux dire, il faut se rappeler que pour l'ensemble du système ferroviaire en 2012, avant Brétigny, c'était 1 milliard d'euros de régénération. Donc l'effort est considérable et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mener ces plans avec les régions. Moi, je salue Centre-Val de Loire et Grand Est qui ont fait un effort considérable. Grand Est, 1 milliard d'euros, le volume. Donc c'est tout à fait considérable. L'État prend ses responsabilités, finance le réseau le plus circulant. Les régions prennent leurs responsabilités et offrent des services nouveaux aux usagers. C'est ce pacte de confiance-là. Les premiers trains étrangers circuleront quand sur le réseau français? Alors les appels d'offres sont maintenant en cours de constitution, donc en 2021, il est possible. 2021, l'année prochaine, il y aura des trains étrangers qui notamment circuleront dans les premières régions qui ont lancé des appels d'offres. C'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, je crois, oui. Les premières régions dès l'année prochaine, donc. Oui. La concurrence. Et moi, je crois que ce sera très positif, y compris pour les SNCF. Et dites-moi, il y aura peut-être moins de flou sur la politique tarifaire avec les trains étrangers. Non, je vous dis ça parce que vous avez lu 60 millions de consommateurs, moi aussi. Mais dites-moi. Alors, même si j'achète mon billet 4 mois avant, je vais payer un tarif complet sur certaines lignes. Non, pas toutes. J'ai lu l'étude précisément. Je suis assez en désaccord avec cette étude et je suis parfaitement capable d'être critique avec la SNCF quand c'est nécessaire, mais je suis assez en désaccord avec l'étude. Pour la raison que, d'abord, quand vous achetez 2 mois à l'avance en moyenne, le tarif est diminué de 20%. Et puis surtout, la SNCF récemment a fait un effort considérable sur le prix des TGV. Et quand vous regardez aujourd'hui la tarification des TGV, qui est vrai, n'est pas une tarification fixe, mais qui correspond à la logique off-demand, quand vous regardez le tarif des TGV, vous avez un TGV sur 4 qui est vendu à moins de 40 €. Et vous avez un billet Ouigo sur 2 vendu à moins de 25 €. Donc la politique des petits prix à la SNCF, c'est une réalité. Et c'est une réalité en plus souhaitable, parce que le TGV, notamment le Ouigo, est un TGV populaire. Et je crois que la SNCF doit continuer cette politique en faveur des petits prix, et elle le fait. Bien, je termine avec la réforme des retraites. Dites-moi, les cheminots sont des privilégiés? Pourquoi les cheminots sont des privilégiés? Non, je vous dis ça. Je vous dis ça parce que les roulants, par exemple... c'est la génération 1985 qui appliquera la réforme. Mais vous savez qu'on a appliqué la même règle pour tout le monde. Nous avons dit que pour ceux qui étaient... Pour tout le monde. Que pour ceux qui étaient à 17 ans de la retraite, 17 ans et moins, ils n'étaient pas concernés par la réforme. Comme les cheminots aujourd'hui, mais c'est amené à augmenter, partent en moyenne à 53 ans et demi. 17 ans, ça faisait effectivement la génération 85. Et progressivement, l'âge de départ des cheminots, comme partout en France, va augmenter. C'est déjà une réalité. D'ailleurs, c'est les effets de la loi Touraine. C'est pas la nôtre. Et puis les cheminots entrent pleinement dans le régime universel de la même façon que l'ensemble des Français. Simplement, nous avons voulu sauf qu'un cheminot embauché en 2019 pourra partir à la retraite à 58 ans. Oui, et graduellement. Un cheminot. Oui, mais graduellement, vous le savez, aujourd'hui. C'est pas un salarié lambda. Aujourd'hui, c'est 53 ans et demi. 53 ans et demi. Oui. Et graduellement, jusqu'à peu près 2037-2038, l'âge augmente pour rejoindre ce qui est pratiqué assez classiquement dans les entreprises de transport. L'idée, c'était bien de traiter chaque métier de façon identique. Je prends toujours ce même exemple. Alors, je suis désolé, je parle souvent du comptable de la SNCF. C'est un accompagnement, en quelque sorte. En tout cas, c'est une transition longue, mais c'était voulu. Transition longue. Et nous avons entendu cet appel des syndicats, qui d'ailleurs, pour certains disaient, nous ne sommes pas contre le régime universel, mais nous voulons du temps, et donc nous accompagnons la transition. Je prends un exemple simple pour finir sur le sujet. Un comptable de la SNCF aujourd'hui peut partir à 57 ans. Dans le privé, 62. Et demain, tout le monde sera aligné sur le même âge de départ de la retraite, à métier identique, conditions de départ, sédentaire, conditions de départ identiques. Bien, merci Jean-Baptiste Djebari. Vous êtes sur RMC, sur BFM TV, bien sûr. Merci. Merci à vous.